Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir l'écrivain Camille de Toledo pour un entretien autour de son dernier ouvrage, donc le roman Le livre de la faim et de la soif, publié aux éditions Gallimard en février 2017. Cette rencontre a pu voir le jour grâce au partenariat avec le réseau des libraires de la région Nouvelle-Aquitaine ainsi que de la librairie Page et Plume. Donc à la fin de cette rencontre, vous pourrez, si vous le souhaitez, faire dédicacer les ouvrages de Camille de Toledo. La rencontre va durer environ 1 heure. Ceux qui souhaitent prendre la parole à un moment donné pourront se faire connaître. Nous passerons le micro et je tiens à vous préciser que cette rencontre est enregistrée. Donc Camille de Toledo, bonsoir. Permettez-moi de faire un portrait très rapide. Vous êtes écrivain, mais aussi artiste, plasticien, vidéaste. Après des études, vous avez fait comme des études de sciences politiques, littéraires et des études de cinéma. Vous vivez actuellement à Berlin et vous avez commencé à publier vos ouvrages environ il y a une quinzaine d'années. Vous avez choisi votre pseudonyme Camille de Toledo en référence au nom judéo-espagnol de votre famille paternelle, donc expulsée de Tolède au moment de la Reconquista de Toledo. Vous revendiquez cette culture des traductions qui était celle de l'Espagne des 3 religions. Vous en tirez en partie cette notion d'entre les langues que l'on retrouve dans tout votre travail. Vous êtes d'ailleurs à l'origine de la fondation de la Société européenne des auteurs pour promouvoir une culture de toutes les traductions, et vous avez d'ailleurs créé une plateforme de traduction collaborative. Votre œuvre littéraire est à la croisée d'une exigence littéraire et d'un questionnement politique sur le XXe siècle et surtout sur le XXIe siècle. Vous vous interrogez sur ce qu'est la littérature, ce qu'elle peut devenir, sur les conditions nouvelles de la fiction au XXIe siècle. Concernant la partie sur la politique, dois-je dire, contre un discours ambiant de décadence et de déploration, vous mettez l'accent donc sur le concept d'ouverture des possibles. Donc votre œuvre littéraire est faite de romans et d'essais, une œuvre plutôt protéiforme. Parallèlement à l'écriture, vous menez un travail de plasticien en utilisant la photographie et la vidéo et en réalisant des installations. Ainsi, en 2014, vous avez lancé le projet Mitteleuropa, de narration au pluriel, en art. Nous aurons l'occasion d'y revenir au cours de cet entretien, car ce mixage des formes d'expression nous interroge particulièrement. Pour terminer ce portrait express, j'ai envie de reprendre une citation de Thierry Guichard, directeur de la revue Matricule des Anges. Je crois qu'il a publié un entretien en 2011, 2014 ? Non, 2011. Donc je vais lire cette citation. « Lire Camille de Toledo, c'est à la fois suivre une entreprise de démolition, faire table rase des héritages, démonter la doxa et entrer sur un chantier de construction, celle d'une écriture propre à dire le siècle en cours. » Voilà pour le bref portrait. Nous allons passer, si vous le voulez bien, à la présentation de votre dernier roman. Bonsoir. Camille de Toledo, les premiers mots qui viennent à la lecture de votre livre de la faim et de la soif sont quelle aventure littéraire et quel souffle poétique. Je dois dire que cette fiction vertigineuse est un véritable régal pour les bibliothécaires que nous sommes, puisque vous dressez un panorama très large de la littérature mondiale, Borges, Dostoïevski, Proust, Dumas et j'en oublie. Donc il nous permet de comprendre le temps où nous vivons et de réfléchir sur ce qu'est le livre et un écrivain au XXIe siècle. Il s'agit d'un ouvrage à la croisée du conte et du roman picaresque, écrit sous une forme labyrinthique. Le personnage central
est un livre. Le livre veut sortir de ses pages, découvrir le pays du dehors, être un livre vivant. Le livre de la faim et de la soif raconte cette revenue du livre à lui-même. Nous suivons les histoires du livre, ses états d'âme, ses pensées suicidaires parfois, ses obsessions. Le livre vit littéralement. Il a faim, il a soif. Et comme dans les romans picaresques, il y a le duo maître-esclave, le maître et le livre, l'esclave, le scénographe qui note. Et à l'image de Don Quichotte et Sancho Panza de Cervantes, ils vont traverser le monde. Le livre nous emporte dans de très nombreux pays, réels ou imaginaires, dans différentes époques et dans des langues très différentes. Vous nous amenez sur les rives de la Neva à Saint-Pétersbourg, où le livre va se noyer. Vous nous emmenez ensuite sur les rives du Gange, où il va être brûlé, enfin très endommagé en tout cas. Puis dans le désert du Nevada, en Alaska, c'est une véritable épopée. Alors, est-ce que le livre va mourir ou vivre? Il faudra attendre la fin pour le savoir. Alors, pour mettre la salle en appétit, je vous propose de visionner une vidéo de présentation de l'ouvrage réalisée par Camille de Toledo à partir des magnifiques illustrations de l'ouvrage qui ont été réalisées, je crois, par Alexander Pavlenko. Alors, c'est l'histoire d'un livre. Le livre raconte des histoires, comme par exemple l'histoire d'un oiseau de la préhistoire, le bouche-bée. Le livre voudrait bien ouvrir la terre en deux, sortir de ses pages, entrer dans l'existence. Ça, c'est un village, le village de Borek, là où le livre rencontre Tanouk et le petit violoniste. En fait, le livre vit dans une époque où tout est coupé, tranché. Parfois, il est si triste qu'il voudrait mourir. Parfois, le livre, comme le géant, pleure de voir qu'il ne peut rien changer. Parfois, il est comme l'homme qui suivait ses pas. Il se sent condamné. Parfois, quand le livre pense à Moïse qui fendit la mer Rouge, il se demande où étaient passés les poissons. Là, le livre croise Nikolai, le pilote du brise-glace de Saint-Pétersbourg. Et là, il assiste au combat de Moshe contre Ali sur le ring des pyramides à Las Vegas. Le livre, en fait, voudrait rendre le verbe à Dieu, sortir de ses pages, entrer dans l'existence. Il voudrait découvrir le pays du dehors, être un livre vivant, au dehors. Alors, première question, Camille de Toledo. Je crois savoir que vous avez commencé la rédaction de cet ouvrage en 2009. Or, il vient de paraître en février 2017. Pourriez-vous nous dire comment vous est venue cette idée de roman et pourquoi une si longue gestation? D'abord, merci de votre invitation. Je suis très heureux d'être avec vous. Et j'étais ému en revoyant ce petit film. Peut-être vous dire un mot, c'est une musique klezmer. Il y a cette question qui traverse tout mon travail sur
la destruction des Juifs d'Europe et au-delà une forme de destruction de la joie, en fait, la façon dont la modernité, la technique détruit des formes de lien, des formes de joie. Et au fond, ce film, comme ce livre, comme tout ce que je fais, est une sorte de longue tentative pour essayer de retrouver des sources de joie, et en allant les chercher particulièrement dans l'enfance, puisque l'enfance est le lieu de ces joies. Voilà. Maintenant, je vais vous répondre, parce que ça répond en partie à votre question. En 2009, vous savez, comme dans l'histoire de l'Europe, où beaucoup de gens ont été détruits et continuent de l'être lorsqu'on voit les rives de Méditerranée, de la même manière, moi, dans ma famille, c'est une famille qui s'est détruite. Mon frère est mort et beaucoup d'autres gens sont morts. Et à chaque fois, l'acte d'écrire ou l'acte de créer est une réponse apportée à la mort. C'est une réponse que l'on fait de la vie à la mort, au fond, sans cesse. Et donc, 2009, c'est un moment où le frère est déjà parti, la mère vient de mourir, et il s'agit de se lancer dans cette forme épique, d'essayer de trouver à tout prix des formes de joie. Et je vais les chercher donc dans les souvenirs de mes lectures, au fond, dans les enfances, de ces contes, de ces fables, dans toutes ces formes du récit qui m'ont nourri enfant et qui sont le premier contact que l'on a avec le monde, qui sont toutes ces histoires qui nous peuplent et qui nous tissent, qui sont là dans ces bibliothèques, mais qui sont dans la voix de la mère, dans la voix du père. Et accessoirement, c'est vrai que cet art de conter me vient de mon père. C'était un grand conteur. À la fin d'un autre de mes livres, Oublier, trahir, puis disparaître, c'est une traversée de l'Europe entre un vieil homme et un enfant. Et il y a cette voix qui accompagne l'enfant. Et on comprend à la fin du livre que tout ce récit, en fait, n'était que l'histoire d'un père qui venait raconter une histoire à son fils au moment de se coucher pour l'éloigner, pour en quelque sorte le dissiper ses peurs. Donc il y a en 2009 beaucoup de deuil, et il y a cette réponse comme ça qui est un souffle de récit, en fait, où je me mets à écrire comme un possédé. J'écris ce livre, en fait, le double de ce livre, c'est-à-dire, en fait, il y avait 600 pages de cette fiction labyrinthique folle. Je l'écris, en fait, en 3 mois, presque sans dormir, dans un état un peu second, comme on peut l'être parfois. Et voilà, c'était vraiment la réponse d'un souffle qui, je veux dire, vous verrez, si vous traversez ce livre assez singulier, qu'il y a une présence de la mort. Elle est présente notamment dans la manière que des corps sont posés sur les rivières, la Neva, le Gange, plusieurs rivières. Voilà, on voit ces corps, et puis bon, le point de convergence du livre est là. Mais c'était quand même cette réponse d'un souffle de vie à la mort. Et qu'est-ce qui s'est passé entre 2009 et 2017 ? D'abord, il y avait cette fiction labyrinthique folle de 800 pages, qui était informe, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas trouvé au fond son architecture. Je ne savais pas exactement quoi en faire. Il y avait toutes ces histoires, et je n'arrivais pas en quelque sorte à m'y replonger. Je suis quelqu'un qui écrit assez vite, mais le travail qui consiste à retisser un peu comme une dentelière, comme Pénélope d'Ulysse, la tapisserie dans son ensemble, est un travail qui je trouve très 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 éprouvant, en fait. C'est-à-dire le premier souffle vient, et puis ensuite ce travail comme ça, minutieux, pour moi est très 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 dur, parce que ça s'apparente en fait à un regard porté vers le passé. Et c'est un geste qui m'est très difficile de faire. La façon que j'ai une façon de réagir aux épreuves de l'existence dans une forme de cavale, comme un personnage qui cherche à fuir. Vous verrez souvent dans mes livres, il y a souvent des personnages qui sont en cavale. Ce livre est en cavale. C'est une cavale pour la vie, au fond. C'est comme un gars qui sort de prison et qui cherche à fuir. Voilà. Et donc le geste consistant à se retourner en arrière sur le texte créé est un geste très compliqué. Donc il m'a fallu beaucoup de temps, d'autant plus qu'en fait la joie qui porte ce livre, parce que c'est avant tout une pulsion de joie qui porte cette écriture, est une pulsion qui va chercher dans l'enfance, je l'ai perdue. Voilà. Après l'écriture de ce livre, elle est retombée, je l'ai perdue. J'ai écrit d'autres livres, notamment Oublier, trahir, puis disparaître,
qui est encore porté par une pulsion de transmission, par la question de l'enfance, par qu'est-ce que l'on transmet, etc. Mais cette force narrative ou ce souffle dont vous parliez, je l'avais perdu. Et donc je n'arrivais plus à croire en ce livre. Et puis il a fallu des années et des années, jusqu'à 2016-2015, pour que je retrouve une version, une des premières versions, et que je sois moi-même, comme lecteur, très étranger, c'est-à-dire vraiment à distance, ce n'était plus moi. Vous savez, au cours de la vie, il y a des états de nous. On en prend la mesure lorsqu'on regarde des photographies. On dit, ah, c'était moi, ça. Et ah, c'était moi, comme une forme d'étrangeté, comme dans les portraits de Rembrandt, où on voit que Rembrandt a tellement changé, il a vieilli, sa forme a changé, puis les yeux sont toujours là. Le regard est toujours là, mais quelque chose a changé. Alors je regardais cette strate, en fait, un peu comme quand on creuse dans les tableaux aussi. On appelle ça les repentirs. J'avais l'impression d'un repentir. Je regardais une sous-couche qui n'était plus moi. Et puis j'ai dû réintégrer ce livre. J'ai dû réintégrer cette pulsion de vie. Et là, j'ai pu le finir. Voilà, c'est une histoire. Vous parlez du processus de création. Vous avez une approche très particulière du roman, puisque vous codez aussi vos romans. Il y a différentes strates de la fiction, de lecture. Et je crois que vous tenez ça précisément des auteurs du 18e, moi aussi. Ah oui, c'est très beau ce que vous soulignez là. Bon, moi, j'ai eu un professeur de français qui m'a appris à écrire, en quelque sorte, et il m'apprenait d'ailleurs c'était comme ça, il nous disait, c'était vraiment en première, en seconde, première terminale, et il disait, vous me ferez 12, je me fous de la qualité de ce que vous écrivez, mais vous m'écrirez 12 pages pour demain, vous savez. Et en fait, c'est comme ça qu'on fait progressivement, qu'on dissout ce surmoi terrible que l'on a quand on se met à écrire, c'est-à-dire, oh là là, tant de belles choses ont été écrites, et moi, qu'est-ce que je vais ajouter à ce monde d'écriture ? Et donc, au fond, comment est-ce que l'on arrive à dissoudre ce surmoi empêchant, en fait, qui interdit l'écriture ? Alors, il faisait ça. Et entre autres, les textes que l'on lisait, et il les lisait à voix haute et souvent dans des états de transe assez avancés. Notamment, je me souviens d'une lecture par lui des Confessions de Rousseau, qui était absolument incroyable. C'est la scène où, moi je pense que ce professeur avait quelques petits empêchements sexuels, et donc c'était la scène où en fait ce Rousseau parle de la masturbation, mais enfin ça le mettait dans des états de transe avancés. Et en tout cas, on a étudié avec lui beaucoup, notamment les Confessions, mais d'autres, beaucoup des contes de Voltaire, notamment Zadig, et puis Babouk. Je me souviens des commentaires absolument enflammés de Babouk ou Le Monde comme il va, livre qui peut passer à la postérité, il faut bien dire, mais qui est un conte en fait. Et c'est cette littérature du XVIIIe siècle qui était codée. Alors après, on peut se poser la question de pourquoi, en fait, pour moi, la littérature du XVIIIe siècle nous rapprend à lire. La littérature du XVIIIe siècle, il faut bien comprendre qu'elle se produit dans un temps où il y avait une censure. Et donc, pour être en quelque sorte éclairé, en fait, des futurs citoyens qui ne l'étaient pas encore, puisqu'on était encore en monarchie, eh bien, il fallait en quelque sorte créer des liens de complices, comme en vue d'un crime à venir, vous voyez ? Donc, il y avait ces liens de complicité. Et donc, on codait, on déplaçait, on envoyait ça en Asie ou ailleurs. Et puis, on reconnaissait les personnages, parce que le lecteur lui-même avait cet effort à faire. Et puis, avec la fin de la censure, et le droit, en fait, en quelque sorte, d'imprimer à peu près n'importe quel livre, eh bien, on en est arrivé à des fictions beaucoup plus directes qui disent ce qu'elles ont à dire. Elles ne codent plus rien. Et donc, le lien entre le texte et le lecteur s'est dissous, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'au fond, on a ce qu'on a, on lit ce qu'on lit. Mais ce lien d'intelligence, et quand je dis intelligence, c'est le terme qu'on entend dans l'intelligence, par exemple, les services, intelligence service, c'est un lien de complicité, presque un lien de complot. C'est-à-dire, on prépare quelque chose. On redonne de l'intelligence. Et donc, ça appelle cette lecteur. Donc, il y a ça pour moi, dans ce temps, maintenant, au XXIe siècle, comme une question, c'est pourquoi on se remettrait à trouver ce lien. Sans doute, ça me vient du fait qu'on n'a plus la censure, mais on a l'abondance. Et l'abondance est une forme de censure, parce que d'abord, ce qui est imposé par le marché éditorial est souvent, enfin, disons, parfois des choses très belles, mais souvent des choses assez médiocres et qui ne créent pas de l'intelligence, en fait, qui ne donnent pas en intelligence.
Donc ça, c'est une première question. Moi, je n'ai pas toutes les réponses, mais simplement, je sais que dans ce monde de l'abondance, il me semble important, j'ai toujours considéré, parce que j'ai ce rapport-là en tant que lecteur, que le rapport au livre est un rapport secret. C'est quelque chose, en fait, qui s'est noué au fil du siècle, où s'est construit le libre arbitre, la façon... Ça se noue dans une forme de secret, d'alcôve. Et donc, avec cet encodage, on arrive à retrouver, en fait, ces conditions de l'alcôve. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est que je considère le métier d'écrivain comme un métier de chercheur. Mais à la différence du chercheur, l'écrivain est quelqu'un qui ne sait pas exactement ce qu'il cherche. Et il n'énonce pas exactement quel est son objet de recherche. Parfois, il sait exactement ce qu'il cherche, mais il va simplement ôter l'objet. J'étudie en ce moment Sebald. Sebald est quelqu'un qui, sur le mode de l'enquête, cherche à résoudre en quelque sorte, comme un policier, un crime, sans nous dire exactement qui a été tué et pourquoi. Quel est le crime? Qui est mort? Et donc, il y a comme ça une sorte de mystère qui s'établit entre le lecteur et le texte et qui s'apparente en fait à un travail de recherche. Je trouve que le métier d'écrivain s'apparente à un travail de recherche dont on aurait en quelque sorte retiré l'objet. Tout à fait. Et alors, pourquoi avoir choisi un livre pour personnage? Pourquoi, d'un point de vue théorique, avoir choisi des personnages porte-concept de manière deleuzienne, puisque le livre fait l'expérience du monde, tandis que le scénographe, lui, que vous appelez bientôt la pieuvre. C'est curieux que vous disiez scénographe. Le sténographe possède l'expérience du vivant. Oui, en fait, donc là, on est retour en 2007, en fait, quand vraiment ça a écrit. Et puis 2009, c'est le moment où j'avais fini cette première ébauche. C'était un temps où, en fait, on annonçait partout la mort du livre. La bascule, en fait, du 21e siècle se fait avec une annonce, avec d'autres annonces, des annonces de fin du monde, des annonces de fin de l'histoire, des annonces de fin de l'art, mais aussi une annonce de fin du livre. Et accessoirement de fin de la littérature, la fin de la littérature étant quelque chose qui plane sur la littérature depuis, disons, finalement la relève de la Seconde Guerre mondiale et le nouveau roman, au fond, c'est-à-dire que la fin du récit, la fin des héros, tout ça est quelque chose qui plane depuis longtemps, en fait, sur le monde du texte. Mais là, il y avait matériellement la fin du codex, la fin du livre, la fin de la forme livre, c'est-à-dire que la numérisation du monde, des mémoires du monde, la bascule, en fait, d'une culture textuelle, de la culture, disons, matérielle à la culture dématérialisée sur les écrans, appelait en quelque sorte cette peur, conviait cette peur, en fait. Et avec cette peur, je le constate, parce qu'au fond, nous sommes, dans la culture juive, évidemment, je veux dire, le peuple du livre n'est pas là pour rien, c'est-à-dire qu'il est dans le livre. Mais d'ailleurs, j'ai longtemps pensé que cette expression venait du fait que les Juifs lisaient beaucoup, ce qui est assez amusant. Mais donc, en tout cas, il y avait cette présence. Mais au fond, dans les cultures, au fond du bassin méditerranéen et des monothéismes, au fond, le livre est absolument central dans la notion même de civilisation, de culture. Je veux dire, ce simple pilier de cette salle, pour moi, au sein d'une bibliothèque, c'est voilà ici les fondations. Pourquoi chaque ville de France a une bibliothèque? Parce que c'est ça. On est en quelque sorte en construction sur des tapis de livres. Et donc, je le sentais d'ailleurs, que dans cette sorte d'effarement, d'effroi qui avait saisi pas seulement la France, ça se disait aussi en Allemagne et dans bien d'autres pays, face à cette vague de numérisation qu'on allait voir la fin du livre, face à cet effroi, je me suis dit, il y a là, en fait, quelque chose qui engage plus que le livre, qui est un tremblement très, très, très fort, en fait, de toute la culture, qui est de dire, et que se passe-t-il si le texte perd sa matérialité? Est-ce que nous allons perdre la mémoire? Est-ce que nous allons mourir? Est-ce que nos régimes politiques vont tenir? Puisque la démocratie, évidemment, l'individu, enfin, tout ça est une histoire de la lecture et des transmissions de lecture. Donc, il y avait là un immense tremblement. Et comme, pour des raisons à la fois intimes, mais doublées d'une histoire collective, je me sens la charge de relever les morts. C'est une lourde charge qui parfois me... Mais en tout cas,
c'est comme ça, c'est devenu ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait en fait pour sortir d'une culture qui ne pense que la faim, que la mort. Alors je me suis dit, au fond, la meilleure manière, au fond, je me suis surtout demandé, mais qui est le personnage du roman au XXIe siècle, si ce n'est le livre lui-même, à qui il arrive précisément cette aventure, là, ponctuellement au début de ce siècle, à savoir que soudainement on lui annonce sa mort. Il va peut-être mourir, ou peut-être pas, ou peut-être qu'il va survivre. Et à distance, c'est-à-dire qu'on était en 2009, 10 ans plus tard, on voit que le codex résiste incroyablement, que le livre matériel, avec des formes de déclin, des formes où la librairie est attaquée, etc., mais l'objet lui-même résiste. Et donc j'avais envie d'entrer dans le corps de la matrice, dans le corps même de cette chose. Et comme par ailleurs, par des formes de foi enfantine, je crois que les objets nous parlent, je pense que d'ailleurs c'est une manière très restrictive de voir le monde que de penser que le monde en ces choses ne parle pas. Je pense que les choses nous parlent, ne cessent de nous parler depuis la nuit des temps. Je veux dire, on ne cesse de regarder les nuages, on ne cesse de lire dans la mare de café, enfin, même si ce sont des superstitions. Il n'empêche que l'on ne peut pas s'empêcher de lire les signes. Voilà ce que nous faisons, nous autres espèces humaines, c'est que nous lisons. Nous lisons extensivement le monde, nous lisons au-delà du livre. Et donc j'avais envie d'entrer dans cette chose pour essayer de voir quel était, où on était, comment il allait. Comment allait ce personnage-là, comment allait ce corps-là, qu'est-ce qu'il allait en rester à l'issue de ce travail. Parallèlement, vous entamez toute une réflexion par rapport au texte sacré. Je crois que vous aviez le projet d'écrire une nouvelle genèse. Quel est le projet politique qui sous-tend cette volonté ? Peut-être que le mot politique, il ne suffit pas, ou alors c'est parce qu'on l'entend de façon trop restrictive. Mais si on l'entend de façon très très large, savoir toutes les choses qui nous relient aux autres et au monde, alors oui, je veux bien considérer que c'est du politique. Ce qui me suit depuis, par exemple, certaines lectures que j'ai pu faire de Claudio Magris ou d'autres, c'est que je vois au début de ce XXIe siècle, je pense que tous ici vous en êtes témoins également, poindre, en Europe même, alors qu'on a passé 60 ans à nous dire qu'il fallait oublier la question des identités, des races, des nations, etc. Je veux dire 60 ans d'éducation populaire, d'école, de travail de mémoire, pour nous expliquer qu'il faut déborder toutes ces questions. Et l'on voit en fait un retour massif, enfin, de toutes ces identités et ces formes de fixité. Voilà. Et donc, comme j'en reviens à ce que je disais, c'est-à-dire nous sommes un tapis d'histoire, nous sommes tissés d'histoire. Et quand je dis histoire, ce n'est pas seulement de grandes histoires, c'est de petites histoires, de contes, de fables, de mythes. Je constate simplement que dans la bibliothèque des mythologies, beaucoup de mythes qui continuent d'être racontés, d'être transmis, sont des mythes des origines. Et c'est toujours des formes, et d'ailleurs c'est le principe même du mythe, qui est un récit de fondation. Lorsqu'on cherche les sources du Nil, on cherche le point unique d'où part le Nil. Lorsque Claudio Magris relate cette question sur les sources du Danube, ce que font les chercheurs au fil des siècles, c'est qu'ils cherchent le point unique d'où sort le Danube. Vous comprenez ? Et lorsqu'on l'on cherche, par exemple, dans des récits mythologiques de l'histoire de France, on voit que ça se répète. On cherche à produire une histoire linéaire, enfin, sauf si on est Patrick Boucheron, et d'autres. Enfin, je veux dire, beaucoup d'historiens qui travaillent bien, eux, et qui travaillent sur l'hétérogène, sur l'hétérotopie, sur le pluriel, sur le divers, ou si on est glissant, par exemple, lorsqu'on parle de l'archipel, etc. Il y a beaucoup, je veux dire, Deleuze, vous en parliez, pareillement. Il y a une masse, évidemment, considérable de gens qui travaillent sur le divers et sur le multiple, mais il n'en reste pas moins que d'un point de vue enfantin, lorsque l'on parle d'origine ou de mythe, on en revient toujours à cette question de la fondation. Et donc il y a quelque chose qui, c'est vrai, me poursuit, c'est comment est-ce que l'on arrive à produire des mythologies du divers. Alors si je reprends la Genèse, c'est un récit un. C'est toujours un récit un. Ce que fait l'Ancien Testament pour les Juifs, c'est qu'il cherche à leur dire, regardez, vous êtes là, 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 et vous êtes là. Et on ne vous a pas perdu puisque Abraham a vécu tant d'années, c'est-à-dire plus de 300 ans, je ne sais plus. Et donc, en fait, il y a une lignée directe. Et donc, les rois sont les descendants, qui sont les descendants, qui sont les descendants.
On fait de la même manière lorsqu'on lit Michelet avec l'histoire de France, une continuité, etc., etc. Donc en fait, ces récits de la continuité, ils sont sans cesse à découdre. Et le problème, c'est qu'on aborde souvent ces questions de façon conceptuelle. Donc on en vient, en fait, par des pédagogies plus ou moins sophistiquées et par la philosophie, à défaire ce genre de choses. Mais il n'en reste pas moins que les contes, les fables, les mythes restent incroyablement liés à cette histoire de la continuité. Et donc si on n'arrive pas, en quelque sorte, à produire en fait, des mythologies autres, c'est-à-dire en fait, des mythologies de l'éparpillé, de l'éparpillement, alors c'est le sens de cette ouverture du livre. Il ne sait pas, en fait, où ça démarre. C'est ce banquet des origines où tout est absolument mélangé. Et accessoirement, ça vient s'appuyer, en fait, ça vient donner une image à ce que nous savons de l'astrophysique et du point, disons, énergétique d'où tout est parti. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de grande ébullition énergétique à l'origine des choses où l'on ne peut pas dire, au fond, voilà, nous sommes matière, nous sommes mélangés. Enfin, je veux dire, organiquement, c'est comme ça. Donc, au fond, le projet, on va dire, de réécrire la Genèse, c'est pas tellement ça. J'avais écrit dans Vie potentielle une Genèse avec une lettre brisée. C'est d'arriver, en tant qu'écrivain, à prendre sa charge d'un récit, qui est ce récit du divers, du mélangé. Comme des historiens ont pu l'écrire quand ils écrivent « Nous sommes des sans-mêlés », comme Patrick Boucheron le fait avec l'histoire de France, comme je peux le faire plutôt en lecteur lorsque je lis le mythe de Claudio Magris sur l'origine du Danube, etc., etc. Et c'est à mes yeux, enfin je veux dire, c'est pour ça que j'ai aussi mis ces illustrations, c'est qu'il y a sans cesse cette dimension enfantine. Il faut arriver à rendre ça de façon enfantine. Il faut que ces mythes, ces histoires, j'aimerais que par exemple la traversée de la mer Rouge devienne en quelque sorte plus prégnante que la traversée de la mer Rouge telle qu'elle est racontée dans la Bible. J'aimerais beaucoup, et je dois dire derrière ceci, qu'il y a ce combat où on parlait du 18e, mais on pourrait parler du siècle d'or et du Quichotte. C'est qu'il y a sans cesse cette bataille entre le texte littéraire et le texte sacré, qui, je crois, dans une époque comme le 21e siècle, où on voit repoindre des rapports extrêmement fondamentalistes au texte, retrouve une vigueur incroyable. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce bras de fer est à reprendre. Là où la littérature pensait avoir été en quelque sorte épargnée, ou disons libérée de ces questions-là, en fait, le roman redevient en fait cette sorte de Bible profane qui fait face à un rapport fondamentaliste aux histoires. Un enfant qui a été éduqué dans le Coran, ou éduqué dans le Talmud, ou éduqué dans la Bible chrétienne et dans le Nouveau Testament, et qui va croire dur comme fer, et plus encore en vieillissant, à ces histoires, qui restent des histoires. Ce sont des histoires. C'est un patrimoine d'histoire. Et donc ce que nous avons à faire, en quelque sorte, nous autres écrivains qui avons en charge le profane, c'est-à-dire l'espace public, c'est de travestir ces histoires. C'est ce qu'avait d'ailleurs fait Salman Rushdie avec les versets sataniques. Et accessoirement, qui n'est pas un livre totalement étranger au livre de la faim et de la soif. Vous avez un passage particulièrement savoureux où justement au moment du passage de la mer Rouge, le fils d'Ismaël reste à l'arrière préfère regarder les poissons, et c'est vrai que ça peut être un côté un peu... Parce qu'au début de votre ouvrage, vous demandez pardon aux personnes que vous pourriez blesser, donc c'est vrai que c'est une approche intéressante aussi. C'est-à-dire, enfin, ça me permet juste, parce qu'on ne veut pas résumer cet épisode, il est assez savoureux, mais j'espère que vous le découvrirez dans le livre. Mais je reprends cette histoire de la Genèse. Si vous avez le temps, en rentrant chez vous, vous reprenez le texte de la Genèse, avec les 7 premiers jours, là. Et on voit qu'en fait, grosso modo, ça se met vraiment à foirer au 5e jour. Mais ça foire assez vite. Et je vous dis comment. C'est pour ça que, pour moi, c'est toujours reprendre ces histoires, parce qu'en fait, l'histoire de la création, évidemment, on sait... que par la science, que ça n'est pas ça. Mais c'est un récit, c'est un mode d'appréhension qui persiste. Pourquoi ça foire au 5e jour ? C'est parce que c'est le moment où, grosso modo, le Dieu, ou l'Éternel, ou Adonai, si vous voulez, selon vos rites, ou selon l'absence de rites, soumet toutes les espèces aux mains du glébeux, donc les hommes. Donc, grosso modo, au fond, au 5e jour, la crise écologique est déjà là, vous voyez ? C'est-à-dire cette soumission de toutes les choses
à un règne humain est déjà là. Et donc ce droit, en fait, des hommes, enfin des humains sur les choses, est en quelque sorte encore là, dans ce récit de fondation. Si bien qu'au fond, le reprendre, et c'est ce que je fais avec cette traversée de la mer Rouge, mais comme je pourrais le faire, comme je l'ai fait dans un travestissement de ces 7 premiers jours, dans un poème, c'est de supprimer ce droit. C'est-à-dire qu'au 5e jour, non, il y a une sorte d'équité et d'équilibre qui doit être posé entre les humains et les choses, et les animalités, et les étangs, pour être très... Donc, au fond, ce qui est abordé de façon très philosophique ou très politique aujourd'hui dans la question de la crise écologique, en fait, il faut l'affronter du point de vue de l'arché, de ce qui archéologiquement fonde nos récits. Et c'est ce travail qui est à sa manière assez borgésien, parce que Borges n'arrêtait pas de jouer avec les mythes, et il leur donnait cette tonalité vertigineuse. Donc il nous apprenait à vivre autrement. Par exemple, Borges a fait cette très belle histoire où il raconte l'histoire de Thésée, mais du point de vue du Minotaure. C'est très très beau ce texte, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est du point de vue du monstre. Donc on n'est pas du point de vue de Thésée, on est du point de vue du monstre. Et donc toute la perspective change. Et c'est si je vous raconte l'histoire de la Genèse du point de vue des oiseaux, ou du point de vue des choses qui sont créées, qui ne sont plus soumises, alors ça change entièrement le récit. Eh bien, c'est ce que je fais avec la traversée de la mer Rouge, comme avec pas mal d'autres récits sacrés. C'est cette sorte de bras de fer que je décrivais avec les mythes. Il y a un passage également où le livre décide de rendre le verbe à Dieu. Pouvez-vous nous parler vous l'avez plus ou moins évoqué tout à l'heure, de l'importance du langage pour vous. Vous parliez du langage, une vision un petit peu animiste du langage des choses, mais dans le livre, il y a aussi des passages en allemand, en anglais, en hébreu. Patricia le soulignait tout à l'heure, vous êtes à l'origine de la création de la Société des auteurs, de traducteurs européens, et vous vous posez par rapport à l'entre-langue. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Peut-être juste commencer par cette question du langage dans le livre, et puis ensuite on pourrait l'étendre pour une question, disons, de ce que j'appelle cette poétique de l'entre des langues. Mais dans le livre, et je crois que c'est une clé, enfin, pour ceux qui veulent entrer dans ce labyrinthe d'histoire, le livre de la faim et de la soif raconte, si vous le traversez, vous verrez l'histoire d'un livre qui fait des alliances, et j'insiste sur les mots, des alliances avec les hommes pour faire réalliance avec les choses et avec les étangs, avec les vivants, avec tous les vivants. Je le tiens tout simplement, et je l'ai fait sans presque m'en rendre compte. Enfin, j'en ai pris conscience lorsque j'ai repris le texte en 2017. Je n'avais pas conscience de faire ceci en 2009. Pourquoi ? Lorsque la première histoire avec le bouche-bée, alors le bouche-bée, c'est l'histoire d'un grand oiseau qui assiste en fait à l'invention du langage, des premiers phonèmes, et qui se met à creuser dans une grotte, comme Lascaux ou d'autres, mais c'est l'oiseau lui-même qui fait cette fresque. Il représente en fait, il cherche à représenter ce moment où ceux qui n'étaient pas encore des hommes, prononcent les premières paroles. Et il pressent que quelque chose là est rompu, que soudain il y a une espèce parmi toutes les espèces qui se hisse par une forme de technologie, de technicité du langage, par la verticalité, par la fin, bon, tout ça vous connaissez peut-être, mais le moment de l'invention du langage qui naît de la verticalité, qui naît du fait de la libération du pouce préhenseur et donc de lèvres, de la bouche, etc. Toutes ces choses. Mais cette technicité, cette première technique, en fait, hisse une espèce parmi d'autres au-dessus de toutes les autres. Et cette distance prise, l'oiseau la pressent comme étant cette première crise, en fait, ce premier danger. Et donc sa fresque représente ça, cette peur, cet effroi-là. D'où d'ailleurs cette parole de l'enfant lorsqu'il dit elle, et comme dans le mythe d'Icare, l'oiseau tombe.
comme si par le langage, en fait, c'est un ensorcellement, le langage. Hein. Il faut bien sentir ça. On l'oublie dans le cours de la vie. Hein. Mais lorsque moi j'ai des souvenirs, j'en parle souvent. Lorsqu'on voit un enfant qui apprend ses premiers mots et qui tout d'un coup sent qu'il prend un pouvoir sur les choses, c'est très foudroyant, je trouve. Enfin, j'ai des souvenirs de ma fille commandant à la mer avec les vagues en disant « va-t'en, reviens, va-t'en, reviens ». Cette façon comme ça qu'a le langage. Les poètes, par exemple, ne sont pas en quelque sorte, ne sont pas guéris en fait de cette première puissance performative de la langue. D'accord ? Nous vivons dans cet envoûtement que le langage a un pouvoir sur les choses. Et donc, l'histoire de ce livre, c'est l'histoire d'un livre qui cherche effectivement à échapper non seulement à la page, au livre, mais enfin, à ce contrôle du langage, à cette puissance du langage. Et lorsqu'il rêve de se faire brûler sur les ghats de Varanasi, donc en Inde, c'est un passage qu'on va lire, donc je me permets de vous en parler. Il est en Inde, sur les ghats, qui sont les escaliers qui descendent vers le Gange, où sont brûlés les morts. Il a cette pensée effectivement suicidaire de brûler tous les livres, mais il va essayer de lui donner une toute autre signification qu'on peut avoir de la signification en Europe, par exemple, lorsqu'on brûle un livre, on brûle un homme, lorsqu'on brûle les bibliothèques, etc. C'est la fin. Et il a cette idée qu'ont les Indiens de la métempsychose, que les créatures fictionnelles qui sont dans les livres, qui sont enfermées dans les livres, vont en quelque sorte être réincarnées dans le monde et entrer dans le monde, Donc c'est aussi une sorte de croyance fictionnelle. Donc il a cette rêverie-là, le livre. Et on voit toujours que c'est ce mouvement. Je ne vais pas vous donner la fin parce que il y a quand même, non pas... Enfin si, il y a un plot, mais la question est de savoir si le livre s'en sort ou pas. Mais surtout, ce point de convergence, enfin à la fin, où ça se termine, c'est précisément lié à ce que l'on voit comme étant la grande crise écologique à laquelle on fait face. Ça se passe, la fin du livre, sa scène, c'est ce qu'on appelle le 7e continent. Vous avez déjà entendu cette expression ? C'est le vortex océanique où convergent toutes les ordures du monde. Donc tout ce qui, au fond, passe par les courants, jeté dans les mers, les sacs plastiques, enfin tout ce qui est jeté en fait ou qui finit dans l'eau pour cause de tempêtes, de tsunamis ou autre. En fait, tout finit par, enfin pas tout évidemment, mais ça a fini par former dans l'océan Pacifique un quasi-continent qu'on appelle le 7e continent. Et donc la fin du livre, qui est une variation sur Moby Dick par ailleurs, se termine à cet endroit-là. Donc oui, il y a cette question en fait qui hante non pas seulement le livre de la faim et de la soif, mais tout mon travail, et qui est une question un petit peu angoissante pour un écrivain qui a pour métier d'avoir seulement le langage. C'est qu'est-ce que l'on fait aux choses par le langage ? Comment en quelque sorte l'histoire de la destruction des choses commence par cette technicité du langage. Et c'est une crise qui rejoint d'autres crises qui ont été celles par exemple de Paul Celan sur sa langue, qui pour d'autres raisons, c'est-à-dire d'autres formes d'anéantissement. C'était le génocide, c'était pas le géocide. Aujourd'hui on est à l'ère du géocide, on détruit les choses. À l'époque, c'était encore des génocides, on détruisait des humains. Mais quoi qu'il en soit, il avait en fait cette grande question sur la langue qui le hantait, qui est comment est-ce que je peux continuer à écrire en allemand alors que c'est la langue du bourreau ? Eh bien, comment est-ce que l'on peut continuer à écrire en langue lorsque l'on sait que la langue est en quelque sorte un bourreau ? D'accord ? Et je reprends cette histoire de l'enfant. Lorsque l'enfant entre dans le langage, il entre dans cette humanité et accessoirement dans cette hauteur sur les choses, dans cette prise de position de pouvoir. Je vous rappelle encore une fois la Genèse, Dieu l'Éternel fait défiler les espèces devant Adam qui nomme les choses. D'accord ? Prise de position, prise de pouvoir. Et donc voilà, ça c'est... Alors après j'en viens à ce thème de l'entre des langues. C'est une question là strictement, c'est vrai, au départ politique et liée à l'Europe.
nous voyons aujourd'hui, et c'est beaucoup de choses, j'ai écrit La vie potentielle, les êtres et le boulot, et Oublier, trahir puis disparaître, sont 3 livres que j'ai reliés dans une trilogie européenne et qui se posent cette question de l'Europe là, maintenant, au début du XXIe siècle. Et on voit que l'Europe peine à exister, je dirais, à prendre corps d'un point de vue politique. On voit au contraire la persistance des nations, l'entêtement des États, des nations, des nationalités, des nationalismes. C'est évidemment particulièrement vrai en Europe de l'Est, mais c'est également très vrai en France, c'est un peu moins vrai en Allemagne, mais c'est très vrai dans les pays nordiques, où on voit pareil ces thèmes de l'identité, de la nation, de ce qui fait nation. On voit évidemment la sortie de l'Angleterre, etc. Bien, donc l'Europe peine à prendre corps. Et c'est un point aveugle de la théorie politique, et là il faut même se rapporter à la théorie politique classique, enfin de Hobbes à Rousseau, enfin, au contrat social, que de ne jamais affronter la question des communautés plurilingues. Une communauté politique est toujours pensée à l'intérieur d'une langue homogène. D'accord ? Même dans l'esprit des lois, lorsque Montesquieu aborde cette question des langues, c'est simplement, comme il aborde la question de la théorie des climats, c'est au fond pour parler du divers. D'accord ? Il y a diverses choses. Mais au fond, la question de la pluralité des langues, donc en fait des altérités à l'intérieur d'un même espace politique, n'est jamais affrontée. À tel point que j'en avais écrit ce conte, puis j'en reviens à la question du conte, qui circulait autour de la phrase d'Umberto Eco, que vous connaissez peut-être, la seule langue commune de l'Europe, c'est la traduction. Phrase souvent citée, mais jamais réellement appréhendée. C'est-à-dire, c'est un mot d'esprit. Mais qui affronte cette question-là ? Pas grand monde. Et pourquoi ? Parce que c'est un impossible, en fait. C'est-à-dire que ce que l'on comprend, c'est qu'un espace politique, s'il n'est pas une poétique, c'est-à-dire s'il n'a pas sa langue, il peine à s'incarner. Ça ne prend pas. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas entendre un leader serbe ou croate, ou quand bien même serait-il démocrate, dans le cas des Serbes, ou croate, ou allemand, ou norvégien, parce que je ne l'entends pas. Donc il ne fait pas partie de mon espace politique, parce qu'il ne fait pas partie de mon espace poétique. Donc comment vais-je pouvoir me relier dans un espace politique à partir de ce multiple des langues, à partir, disons, de cet archipel de langues, pour prendre un terme de glissant. C'est ça la question, en fait, de l'entre des langues. Et cette question de l'entre des langues, il augmente encore à l'époque qui est la nôtre, qui est celle de l'Anthropocène, où, au fond, une question nous est posée, c'est d'étendre nos représentations humaines aux choses non humaines. C'est-à-dire ce que dit Bruno Latour sur comment est-ce qu'on négocie avec le climat, comment est-ce qu'on négocie avec la nature. Et donc, quelle langue parle la nature ? Je vous dis ça parce que ça peut vous sembler farfelu, mais en fait, c'est éminemment actuel. Et notamment récemment, il vient de tomber une nouvelle comme quoi il y a la première rivière en Nouvelle-Zélande, qui était une rivière sacrée pour les aborigènes, qui vient d'obtenir en justice le statut de personne humaine. Cette rivière accède au statut de personne humaine, c'est-à-dire que, grosso modo, elle entre dans le champ de la représentation. Soudain coup, elle entre dans le champ de la représentation politique. Elle devient une force avec une langue, une voix. Et à partir de là, on se pose un certain nombre de questions. Quelle langue parle la rivière ? Quelle langue parle les choses ? Quelle langue parle la forêt amazonienne ? Et comment elle rend cette langue opposable à la langue accessoirement humaine, mais surtout la langue du capitalisme, qui, elle, est extrêmement dominante et qui a des instruments pour... Donc, à partir de là, on voit que cet entre des langues, il déborde même la question des traductions entre les différentes langues d'Europe ou du monde. Ça devient en fait un enjeu quotidien, majeur, pour entendre ce qui tend à ne pas parler ou ce que l'on pense ne pas parler. Et donc, ça devient au fond cet espace, moi, que j'essaye de concevoir, en fait, d'appréhender en tout cas, lorsque je dis entre des langues, c'est comment est-ce que l'on crée du politique à partir de cette situation qui est la nôtre, qui est d'être en permanence dans le devoir de traduire des migrants, traduire des réfugiés, se traduire pour eux et les traduire pour le nous qui est constitué et qui les accueille. Et à chaque fois, ce ne sont pas des affaires d'altérité, puisque nous sommes tous autres, au fond, face à cette langue du traduire.
C'est là où pour moi c'est en quelque sorte une étape de plus par rapport à tout ce que j'appelle cette éthique un peu de l'altérité ou de l'autre, qui a beaucoup, enfin je veux dire à travers Lévinas ou d'autres, depuis la Seconde Guerre mondiale, pris de place en fait dans le discours sur la tolérance. C'est-à-dire au fond, il faut apprendre à respecter l'autre. Mais nous sommes toujours l'autre de l'autre. Ça rejoint un peu la question que vous voulez me poser sur la francophonie. Mais nous sommes toujours l'autre de l'autre. Et donc nous sommes toujours à la fois... Enfin, c'est le double sens de autre que commentait Derrida. Donc, grosso modo, ce qui est en jeu, à partir d'une proposition qui semble farfelue, qui est, eh bien, si la traduction est notre langue, alors comment est-ce qu'on la parle ? Je veux dire matériellement. Comment est-ce qu'on arrive, en fait, à créer une politique du traduire ? Et à partir de là, qu'est-ce que ça dessine comme communauté politique qui déborde les communautés telles qu'elles se conçoivent organiquement en disant nous sommes français parce que nous parlons la langue française. Non. Maintenant, il s'agit précisément de déborder sans cesse ces constructions qui finissent par se croire naturelles. Voilà. Donc c'est ça, cette question de l'entre des langues qui part du traduire. Vous avez évoqué l'importance du langage dans votre œuvre, l'importance des contes qu'on puise dans l'enfance. Vous aboutissez à une forme picaresque du roman avec plein de personnages, une profusion. Vous vous positionnez, vous l'avez dit de manière, précédemment dans l'entretien, dans la vie. Est-ce que pour vous, la forme picaresque est une réponse à la fin de la littérature pour vous ? Ou en d'autres termes, pouvons-nous dire que le livre de la faim et de la soif est le contre-livre de la littérature contemporaine ? Oui, je disais... Non, enfin, je ne sais pas, non, certainement pas le contre-livre de la littérature contemporaine. Mais par contre, il y a une chose qui me touche dans cette question, c'est un point que j'ai abordé dans une conférence sur le Quichotte cet été. Le Quichotte est un roman picaresque, n'est-ce pas ? Et le propos que j'ai exposé cet été, qui s'appelait « Accueillir l'aventure », c'était d'essayer de comprendre quelle forme d'historicité nous est proposée par la vie du Quichotte. Donc, littéralement, c'est l'histoire d'un homme qui tombe, qui se relève, qui tombe, qui se relève, qui tombe, qui se relève. D'accord ? Tome 1, tome 2, pareil. Tombe, se relève, tombe, se relève. D'accord ? Et donc, là où le picaresque, en fait, pour moi, répond en fait au tragique, donc à la fin, c'est que le picaresque dit un temps ouvert. Il dit un temps où ça revit. D'accord ? Il dit un temps qui n'est plus en quelque sorte obsédé par sa fin, qui serait le temps tragique. Et le temps tragique est celui dans lequel on vit. Il ne faut pas simplement, lorsque l'on parle des pensées eschatologiques, les pensées apocalyptiques, voire même les pensées de rédemption qui sont notamment dans la vallée en Californie, ce sont toutes des téléologies, ce sont toutes des pensées, des régimes d'histoire qui pensent une fin, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Mais c'est toujours le dénouement, c'est toujours la fin. Et donc, cet été, c'était cette petite chose que je proposais, qui était d'essayer de se projeter dans un temps picaresque. Qu'est-ce que c'est un temps picaresque par rapport à un temps tragique ? Et je parle parfois de temps tragique stationnaire, puisque nous vivons à l'époque de la catastrophe stationnaire. C'est-à-dire qu'au fond, moi, depuis que je suis né, il y a crise. Et depuis que je suis né, il y a fin. Fin de l'homme, Foucault. Fin de l'histoire, chute du mur de Berlin. Fin de l'art, Arthur Danto sur le pop art. Fin de la littérature, Michel Houellebecq, Joseph Roth, fin du livre, etc. D'accord ? Donc, ce climat de finitude, c'est ce bain atmosphérique dans lequel nous sommes. C'est l'écosystème, en fait, de toutes nos associations. C'est là, à l'intérieur c'est ce à l'intérieur de quoi nous vivons. Et donc, ce sont basés plus ou moins sur des projections expertes. Lorsqu'on suit, par exemple, les questions écologiques, comme moi, on voit que, par exemple, ceux qui voient la crise écologique la décrivent, ils appellent ça les scénarios de l'apocalypse. D'accord ? Ceux qui prévoient la fin d'une espèce, etc., c'est toujours les scénarios de l'apocalypse. D'accord ? Ou c'est très sensible dans un livre que j'aime beaucoup par ailleurs, de Cormac McCarthy, qui s'appelle The Road, la route. C'est cette vision très
anthracite de l'avenir, en poussière, enfin, où tout est mort. Et donc, ça, comme on le sait, parce qu'on le sait, en fait, ça a une histoire. L'histoire de la fin du monde, enfin, ça a eu une histoire. À plusieurs périodes de l'histoire, on a cru à la fin du monde, on a cru à la fin du monde venu, etc. etc. Et donc, la première chose qui est de prendre conscience que c'est une forme de croyance, et qu'à partir de là, on peut opposer à cette croyance une autre forme de croyance. Et c'est là où je propose, en fait, de vivre sous un régime picaresque. C'est-à-dire qu'au fond, on ne sait pas, précisément comme si on ne sait pas si Dieu existe, mais on ne sait pas si la fin du monde, enfin on n'a pas, je veux dire, ce sont toujours des projections, c'est toujours des formes d'expertise, c'est toujours, mais il y a une croyance comme ça persistante. Donc comment est-ce qu'on peut se projeter autrement que dans un temps défunt? Et bon, avec ses modestes moyens, la littérature, elle a en tout cas ça dans son histoire, c'est cette forme, ce rapport picaresque au temps, qui est l'idée en fait mais qui est très sensible dans d'autres formes de consommation fictionnelle. Hein. Je ne dis pas, c'est pas seulement le picaresque. Par exemple, si on pense à la série, c'est-à-dire en fait cette industrie massive de la série, qu'on pense à Breaking Bad ou à d'autres séries en fait qui sont, je sais pas, Mad Men, enfin certaines que j'ai pu voir, mais enfin il y en a évidemment j'en ai vu des centaines, mais l'économie de la série est une économie a priori qui pense l'infini. C'est une économie qui nous libère du dénouement. Là où en fait le roman, dans son genre on va dire classique, cherche le dénouement, le film de cinéma cherche le dénouement, donc pense la fin, il y a des objets en fait qui sont de l'ordre du flux, ce qu'on appelle le streaming, qui sont infinis, comme une lecture en scrolling, qui revoit, comme disait Roger Chartier, des lectures que l'on avait qui n'étaient pas toujours en livre. Il n'y a pas toujours eu le codex. On lisait sur des parchemins qui étaient comme ça, avec de la verticalité et des rouleaux. Si on pense une lecture en rouleau, quelque chose vient en fait de l'ordre de ce temps infini. Et c'est ce que je peux mettre dans ce temps picaresque. Et c'est à partir de cet infini eh bien, que j'essaye, moi, avec mes modestes moyens, de répondre en fait à cette pensée de la fin. Mais j'en reviens toujours à des questions biographiques. C'est que j'ai particulièrement, moi, une question à laquelle je dois me confronter, qui est de faire face à la mort brutale d'un certain nombre de personnes très très proches, et accessoirement au fait que je suis moi-même père. Et que donc le combat contre la mélancolie, il est pas... je veux dire, il n'est pas seulement collectif et politique pour moi, il est intime. Je ne peux pas, en fait, transmettre de la finitude à mes enfants. C'est impossible. Je n'ai pas ce droit-là. C'est un impératif moral, c'est presque catégorique au sens de... Je ne peux pas, en fait. Donc, je dois leur donner des suites. Et pour inventer ces suites, j'utilise un certain nombre de moyens. On parlait du mythe. Le mythe, c'est cette chose qui est sans cesse réactivée, de ces histoires que j'appelle aussi vertigineuses, où quand on est arrivé à la fin, ça recommence au début. Ça peut être ces formes de sérialisme, ça peut être de penser une forme du roman qui est de l'ordre de l'infini, donc qui ne termine pas, ou qui s'achève de telle manière qu'elle puisse recommencer, etc., etc. En fait, c'est de proposer autour de moi une autre forme d'envoûtement que cet envoûtement de la finitude. Et ça se rapporte précisément à ce combat chez moi qui est un combat contre la mort. Qui est, voilà, je serais seul aujourd'hui au monde sans responsabilité vis-à-vis de mes enfants. Je pourrais très très bien, comme Zébald l'a fait, alors qu'il avait une fille d'ailleurs, j'ai appris récemment, se laisser envoûter par des morts, vivre au milieu des morts, et au fond charrier le même récit de finitude que... mais je ne peux pas. La vie m'a mis à un autre endroit. Et en plus, accessoirement, je pense que cette pensée de la finitude est beaucoup associée à une pensée d'hommes blancs de la fin du XXe siècle, qui ne veulent pas que le monde, on va dire, les déborde. D'accord ? Donc une manière de tenir la centralité des hommes blancs au début du XXIe siècle passe en quelque sorte par ce rapt du télos de la fin, en disant voilà,
nous sommes, et après, c'est la fin. Alors qu'en fait, ce que je vois, moi, c'est simplement une pure émergence de milliers de sujets. Non seulement des sujets sur plusieurs siècles qui sont des sujets noirs qui ont été traités comme choses, mais des sujets femmes qui ont été traités comme choses, mais des sujets juifs qui ont été traités comme choses, mais accessoirement aujourd'hui, des choses qui émergent comme sujets. Je parlais de la rivière. Donc il y a une incroyable émergence de sujets, à l'horizon avec un Parlement qui est beaucoup plus divers et juste. Et donc, il est doublement impossible pour moi de m'en tenir en fait à ce discours de finitude. Une question me vient en vous écoutant qui est plutôt de l'ordre de l'intime. Est-ce que justement le fait d'écrire participe d'un processus de résilience comme l'évoque Boris Cyrulnik? J'aimerais bien. J'ai un chaman qui me soigne, mais qui me dit toujours comprendre, ce n'est pas transformer. Et donc, avec l'écriture, on peut comprendre, mais ça n'aide pas forcément. Mais en tout cas, comprendre, c'est déjà quelque chose. C'est déjà se tenir au sens. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais été un grand partisan, au fond, de ce rire postmoderne qui consiste à mettre en scène un peu le n'importe quoi ou à se complaire, au fond, comme un dandy dans le chaos, vous voyez, en disant, bon, tout ça est insensé, mais après tout, rions. Vous voyez, ça ne m'a pas convaincu. Déjà jeune, ça ne m'a pas convaincu. Ensuite, j'ai perdu tout le monde et puis j'ai commencé... Voilà. Donc, en fait, comprendre, c'est s'attacher au sens. Et donc, oui, par la littérature, mais par l'art, enfin, on essaye en quelque sorte de laisser une trace qui fasse sens, enfin, qui puisse en tout cas peut-être voilà, laisser un peu de sens à d'autres. Et donc, résilience, je ne sais pas. J'en suis pas là encore. Il faudrait que je puisse vous dire, ça y est, j'ai réussi. Mais je ne sais pas exactement, en fait, ce que c'est réussir. Et puis, je viens d'une famille où il fallait absolument réussir. Donc, moi, je pense que voilà, il y a plutôt quelque chose à chercher du côté de l'échec. Mais... Avant-dernière question, et pas des plus simples. Donc, ce débat fait particulièrement sens ici à la... On a réussi à presque tout ça. C'est incroyable, non, parce que je dois vous dire, hein, c'était fou. Hein. Quand j'ai vu les questions, je me suis dit, en fait, on a pour 2h30. Non, non, j'en ai enlevé plein. Oui, donc, nous sommes dans la bibliothèque francophone multimédia. Au moment du lancement du festival de théâtre des francophonies. Donc, vous avez rédigé un essai donc, qui s'appelle « Visiter le Furkistan ou les illusions de la littérature monde ». Pourriez-vous expliquer à quelqu'un qui ne connaîtrait pas le manifeste de la littérature monde pourquoi vous avez souhaité vous en démarquer ? Alors, on est en 2007, donc une éternité. Paraît dans le journal Le Monde un manifeste littéraire. Je pensais par ailleurs que en fait, le manifeste était quelque chose qui appartenait au XXe siècle déjà, donc j'ai été surpris de voir un manifeste, et qui était signé d'un certain nombre d'écrivains, notamment en fait dirigé par un écrivain qui dirige en fait un festival des écrivains voyageurs qui s'appelle Michel Lebris. Et Michel Lebris, par ailleurs, enfin, a fait un travail admirable pour faire connaître d'autres littératures, des littératures francophones. Ça, c'est pas en question. Mais il publie ce manifeste qui est, je crois, assez clairement écrit par lui, et en présentant en fait une certaine histoire, en présentant, oui, une certaine histoire de la littérature. Donc, pour vous la résumer, cette histoire de la littérature, c'est très saillant. Il est dit presque textuellement, mais vous pourrez le relire en ligne. Depuis 1989, nous avons de la chance. Le mur de Berlin est tombé. C'est le retour du réel. Et
quelques phrases sur la littérature qui va reprendre les grands sentiers du dehors, qui va pouvoir se relancer sur les chemins, toute cette mythologie en fait de l'écriture voyageuse en fait, comme quoi le réel serait là à portée de nos pieds, il suffirait juste d'ouvrir la porte, etc. Et en congédiant au passage, puisqu'il y avait des attaques très fortes sur le nouveau roman, en disant, se manifeste toujours que le nouveau roman a tué la littérature. Donc, il se dégageait en fait de ce manifeste, moi je m'en suis tenu au texte, une certaine conception en fait du réel, d'accord ? Et d'un réel post-chute du mur, d'un réel post-idéologique, comme quoi on serait sorti de l'idéologie, en sortant du marxisme, on serait sorti de l'idéologie. Alors, il faudrait descendre dans le détail, c'est-à-dire que, mais la principale objection que j'avais à l'égard de ce manifeste, c'est que pour moi, il avait une conception, il mettait en avant une conception extrêmement réductrice du réel. Et donc là, j'avais en tête, enfin, non seulement le nouveau roman, mais ça pouvait être 1000 formes de la littérature, que ce soit le réalisme magique sud-américain, que ce soit, je veux dire que, ou que la façon qu'on a parfois dans la littérature russe d'avoir ce contact, cette prégnance des fantômes, des morts, que ce soit dans l'archipel du Goulag ou chez Chalamov, peu importe. Il y avait en littérature, il me semblait, dans la Weltliteratur, dans la littérature monde, des conceptions du réel qui débordaient sans cesse cette conception-là du réel. Donc je leur ai fait cette réponse qu'ils n'ont pas beaucoup appréciée. Et voilà, mais je pense que c'était une affaire d'âge. Quand je dis d'âge, c'est pas forcément de génération, mais c'est vraiment des... Je crois qu'il y a dans la génération de Michel Lebris quelque chose qui s'est construit dans l'histoire intellectuelle avec cette chute du mur de Berlin, et c'est vrai que c'est très fort chez lui, le fait qu'ils aient à souffrir de cette époque du structuralisme, du marxisme évidemment, où le marxisme est extrêmement... Pour moi, le marxisme est un spectre, comme Derrida, c'est un souvenir, c'est quelque chose, je vis avec déjà, je grandis dans les... Donc, je n'ai pas eu à en souffrir. Par contre, ce que je sais intuitivement, c'est que le réel est composite. Il est fait d'images, il est fait d'imaginaire, il est fait d'idées. Au fond, j'appelle ça d'ailleurs des habitations fictionnelles. Nous vivons à l'intérieur de récits qu'on appelle ces récits idéologie ou autres. Il y a du récit qui nous tisse. Je disais, nous sommes faits d'histoire. Et donc, la palpation du monde est un élément de ce réel composite. C'est juste un élément, mais nous sommes plus possédés que réels au fond. Nous sommes possédés par des récits, nous sommes sans cesse envoûtés. Nous pensons à nos morts, nous pensons à nos vivants, nous pensons aux projets, nous nous projetons dans nous sommes très très peu présents. L'écriture particulièrement l'est pas, puisqu'elle nous sort du présent. Ou c'est une autre forme de présence au monde, c'est une présence. Donc il y avait comme ça, pour moi, l'occasion d'avoir un vrai échange sur ce que l'on entend par réalité. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé d'exposer ce qui était pour moi ce réel composite que j'opposais à ce réel extrêmement simplifié de l'écrivain voyageur. Il y a par ailleurs une autre critique que l'on peut faire, qui moi m'intéressait moins, mais qui a surgi dans le cours des conversations, puisqu'il y en a eu, enfin des conversations, des disputatio, quoi. C'est que le manifeste je le résume en disant manifeste des écrivains voyageurs, en fait est une main tendue d'un homme de métropole, Michel Lebris, à des écrivains de l'ailleurs, comme il dit. Et encore une fois, j'en reviens toujours à qu'est-ce qui est ailleurs ? C'est où le centre ? Et cette main tendue, en fait, de la métropole, en fait, aux post-colonies, un élément m'a éclairé, en fait, de ça, c'est qu'un écrivain
africains, non voyageurs, une sorte de Pérec africain, avait répondu à Michel Lebris en lui disant « Mais votre ailleurs est mon ici, et moi je ne vais pas sur les chemins, je suis un écrivain formaliste d'Afrique, et j'ai mon formalisme comme il y a eu un formalisme dans les années 70, par exemple. Est-ce que je suis pour autant moins écrivain ou moins réel ?» Et donc, il y avait comme ça ces formes de mise en abîme. Et donc, je pense qu'il y avait un tropisme dans l'écriture de ce manifeste, qui était encore une fois un tropisme de métropole, appliqué à une périphérie. D'ailleurs, il y avait ces termes, centre, périphérie, et donner de l'importance à la périphérie. Et je note aussi, en passant, que Édouard Glissant, comme Chamoiseau, n'ont pas signé ce manifeste. Et c'est logique qu'il n'ait pas signé, parce qu'il n'y a pas de centre et périphérie dans la pensée archipélique. Il y a des décentrements, il y a du divers, il y a de la relation. Et ce que j'essaie de faire, moi, avec l'Entre des langues, d'une certaine façon, c'est rebattre la terre, cette sorte de vieille terre rance de l'Europe, qui se pense encore, et si souvent, comme le centre des choses, sans parler de la France, pour le reprendre du point de vue de l'Entre des langues, c'est-à-dire d'un non-centre. C'est ce que je travaille avec cette notion de Mitteleuropa. La Mitteleuropa est le lieu, en fait, de relation où il y a des langues, où il y a du multiple, où il y a du divers, où il n'y a pas de centre. Le manifeste avait été écrit aussi au moment de la remise de prix littéraires à des auteurs francophones. Et vous soulignez dans cet ouvrage le fait qu'il y ait aussi un manque au niveau des structures éditoriales dans les différents pays francophones, en fait. Et du coup, ça rejoint un peu le livre d'une sociologue, Kautar Archi, qui s'intitule « Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne », et qu'il est effectivement difficile pour des écrivains de la périphérie de se faire reconnaître par les cercles littéraires parisiens. Oui, mais pour peu qu'on continue à penser que Paris est le centre des choses, mais Paris n'est le centre de rien. Et donc, au contraire, il y a une très grande reconnaissance des écrivains francophones dans les universités américaines, qui sont extrêmement étudiés. Donc, au fond, quel est le lieu d'observation ? Je veux dire, la théorie de la relativité d'Einstein ne nous aurait rien appris. Et il y a comme ça une diffraction du point de vue qui est simplement à intégrer. Donc le terme même de littérature monde, pour moi, me pose problème. La littérature monde, c'est un concept hégémonique. Je préfère effectivement zone de traduction ou de penser en termes de diffraction ou de dire qu'il y a des récits mineurs et émergents. Je trouve au contraire que depuis une vingtaine, trentaine d'années, il n'y a jamais eu d'aussi forte remise en cause du corpus de la littérature européenne, enfin tel qu'il était dominant, et encore 60 ans. Je viens d'avoir des discussions sur Albert Camus avec des écrivains de tout le pourtour méditerranéen, et Camus se faisait évidemment attaquer non seulement sur ses positions avec l'Algérie, mais autrement, en fait, je veux dire, on ne peut pas penser... Enfin, Camus écrit en un temps, il faut se reprojeter, c'est il n'y a pas si longtemps, où les écrivains, de façon massivement dominante, sont des rentiers de centre-ville, de capitales européennes, et des hommes blancs, et contemporains, évidemment, de Fanon. Donc ça commence. Mais en fait, le mouvement, il est extrêmement ascendant. Et c'est une formidable chose. C'est pour ça que je parlais de ces émergences. C'est ça qui est à l'œuvre. Ultime question. Avez-vous des projets en cours, une autre actualité éditoriale ou artistique
Et pouvez-vous nous parler brièvement du projet Mittel Europa? Puisque vous, Patricia l'a dit, vous mélangez les différentes formes artistiques, que ce soit le cinéma, la vidéo, la photographie. Il y a plusieurs choses dans un, mais le... Bon, alors... par où commencer? Tout simplement par... en mars 2018, paraîtra un livre très important pour moi, et je vais toujours vers l'enfance, qui est un roman graphique sur Theodor Herzl, qui est le fondateur du sionisme. Et qui est le livre, le narrateur est un gosse, est un sans-monde, un migrant de l'époque, de la fin du 19e, qui traverse l'Europe, qui est un sans-langue, et qui va croiser le destin de ce grand bourgeois de la nation qu'est Herzl. Et donc c'est le récit croisé de entrecroisé de ce jeune, de cet Oliver Twist des shtetls de Russie, et de la vie de Theodor Herzl. Au fond, c'est l'histoire du testament politique de cet enfant qui se confronte à cette grande figure totémique de Herzl. Donc ça va paraître. Il y a un livre dans la suite d'un livre qui est là, présent, qui s'appelle Les potentiels du temps, sur ces histoires de possibilités, d'infini, etc. Un autre livre qui sera avec 2 philosophes sur histoire et violence, et qui va s'appeler vraisemblablement Le siècle vertical, pour parler de ce siècle du XXIe siècle et comment il nous est apparu dans ces premières années, et essayer de mettre des mots sur cet grand surgissement de violence et de timos, puisqu'il s'agit de timos. Et donc, il y aura à la fois Emmanuel Ecoccia qui a travaillé sur il a publié un livre récemment qui s'appelle La vie des plantes, magnifique. Et il va travailler sur la violence de la nature, donc cette récurrence des tempêtes, des ouragans. Dorian Astor, qui est un spécialiste de Nietzsche, qui travaillera sur le timos, donc la violence, ce surgissement de violence humaine. Et je pense que j'écrirai moins sur la violence des signes, sur cette sémiologie folle, en fait, que l'on voit notamment, par exemple, dans certaines croyances de la conspiration, mais cette sémiologie emballée, en fait, et cette consommation assez pornographique d'images, mais qui engage en fait un rapport extrêmement violent en fait au monde. Et tout ça tournera autour des expositions et d'un opéra que j'avais présenté qui s'appelait La chute de Fukuyama. Donc ça, c'est vraisemblablement en 2019 ou fin 2018 que ça pourra paraître. Et puis en ce moment, je suis en train d'écrire le livre que je repousse depuis beaucoup d'années, qui est un livre en fait qui s'appelle Le livre des morts, qui devrait en fait suivre le livre de la faim et de la soif, en fait, qui est une écriture à partir de photographies, donc où j'ai replongé, en fait, j'ai ouvert les cartons de mon enfance pour revoir en fait et pour enquêter comme dans une enquête policière sur la mort de mon frère et sur la mort de mes parents, et essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui noue leur destin et à quelles autres morts ils sont liés. Et c'est un livre très oui, dans le sillon de Sebald, même si le rapport à la photographie est tout à fait autre. Mais en tout cas, il y a comme ça ça part en fait, vous voyez, de la façon dont les photographies ont cette chose étrange qu'elles disent en permanence une vérité incontestable, qui est la vérité documentaire de ce qui a été vu, donc à un moment donné, et qui en même temps ne cesse de mentir, surtout dans des rapports de famille, en fait. C'est-à-dire que l'on voit une quantité de choses non dites lorsque l'on a traversé nous-mêmes cette vie-là, qui est instantanément photographiée. Et accessoirement, ce qui m'intéresse, comme un âge, comme un moment de la littérature,
c'est la façon dont le texte, en fait, vient comme écrire la légende de la photographie. Comme, en fait, nos vies surdocumentées, surarchivées, ne produisent plus leurs légendes, ou des légendes extrêmement instantanées. Et là, dans cette reprise, je suis en quelque sorte appelé à écrire la légende de ces photographies, mais qui n'est pas la légende au sens légendaire. C'est une légende au sens des manuels presque d'enfants, c'est-à-dire non, voilà ce qui nous est montré, mais en fait voilà ce qu'il y avait sous cette image et qui la prenait et quelle forme de violence, etc. etc. Donc ça c'est un travail qui va m'occuper, je pense, 2-3 ans et j'espère que ça paraîtra, voilà, quand ça paraîtra. Et puis il y a d'autres projets. Il y a une chose aussi qui est une étape importante, c'est que j'ai développé, vous pouvez regarder en ligne si vous aimez les livres et que de temps en temps vous avez plus de séries à regarder le soir ou que vous manquez de lecture ou je ne sais quoi. Enfin en tout cas c'est podcastables, c'est plus intéressant à écouter je pourrais vous donner les coordonnées, c'est sur Remunet. Mais j'ai conduit et je continue, je mène un cycle de conférences autour de la littérature et autour à chaque fois de livres, Le Quichotte, Moby Dick, enfin des grands livres de la littérature, mais aussi parfois un livre de Faulkner, Tandis que j'agonise. Il y a une conférence sur Glissant, il y a une conférence, etc. Là, je vais faire la prochaine sur Sebald, qui s'appelle Histoire du vertige. Si vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche Histoire du vertige Camille de Toledo, vous tomberez, je pense, sur les vidéos. Ce sont à chaque fois des conférences d'1 heure, 1 heure et demie, où je pars d'un livre, mais en fait, c'est pas une pensée sur la littérature, c'est une pensée avec la littérature. C'est-à-dire, on part du Quichotte, par exemple, pour essayer de comprendre ce qu'il nous apporte, pour la compréhension de nos temps. Alors, je pourrais vous dire, en passant, le Quichotte est le premier homme fictionnel. C'est quelqu'un qui vit dans sa fiction. D'accord ? Il s'invente comme créature de fiction, si vous vous souvenez. Il se vit comme étant quelqu'un qui va rentrer dans un roman de chevalerie. Il va écrire sa vie comme un roman de chevalerie. À ce titre, vous pouvez par exemple penser à ces jeunes gens qui rentrent dans un film de guerre en disant « Tiens, je vais être ce soldat d'une guerre lointaine où ma vie va trouver un sens. » Et à partir d'une matrice de films, de vidéos consommés. Il y a une modernité dans les habitations fictionnelles du Quichotte pour comprendre comment la fiction nous surdétermine, nous engage dans le présent, qui est assez prodigieuse. Il y a chez Faulkner, dans Tandis que j'agonise, un art de la diffraction de point de vue qui répond assez bien à ce temps aujourd'hui fou où, au fond, il faut sans cesse se diffracter et être la chose, et être l'homme, et être la femme, et être l'esclave, et être le juif, et être ceci. Et en fait, avoir cette sorte d'éthique de l'empathie maximale où on est toujours quelqu'un d'autre. Il y a cet art-là chez... Donc c'est comme ça que ça procède. On part des livres, et on essaye de voir comment ça produit des images qui nous permettent d'essayer de comprendre ce qui nous arrive. Voilà un peu les... Alors ça va faire l'objet, en tout cas, de ma thèse. Ce sera une thèse comme les thèses d'État, c'est des thèses de la maturité. Mais je dois en tout cas la rendre, et ça fera l'objet d'une publication qui s'appellera vraisemblablement Histoire du vertige. On suivra ça avec attention. Merci infiniment. Merci beaucoup. On va passer la parole à la salle, si vous avez des questions. C'est vrai j'en ai pas mal posé quand même. C'est toujours ce moment intimidant. Parce que longtemps on est plongé dans le noir. Moi j'ai l'expérience de ça. Quand on est dans le noir, on est tout bien, on est tranquille, et puis après il faut parler. Mais vous ne vous sentez surtout pas obligé. On pourra continuer la discussion de manière informelle au moment éventuellement de la dédicace des ouvrages en haut. Et peut-être pour conclure, voilà. Je lis le passage. Seul dans son rêve de table rase, le livre attendait avec impatience les anthologies de Borges, particulièrement sa pièce maîtresse, la bibliothèque de Babel. Posé sur les marches, il se promettait de se jeter dans les flammes lorsque le dernier escalier en colimaçon, le dernier hexagone, la dernière étagère de la bibliothèque de Babel serait en train de roussir. Alors oui, il se jetterait,
avec la même ferveur que le petit violoniste quand il se hissa sur le bûcher pour rejoindre son amour, la mariée de Borek. Sur les gâtes, il faut dire, on ne chômait pas. Il fallait tenir le rythme. Les livres passaient des caisses aux mains, des mains au dos, des dos au rickshaw. Des bûches aussi, il en fallait, toujours plus de bûches pour raviver les flammes. Heureusement, à la différence des corps des hindous, les livres brûlaient bien, sans résistance. On pouvait tenir le rythme. Cependant, dans les rues de Varanasi, boueuses, enfumées, l'état sanitaire se détériorait. L'air, le bon air manquait, le dioxyde de carbone asphyxiait la population et les ouvriers, choisis pour leur résistance, furent affectés à leur tour. Le rythme des crémations déclina et l'on fut bientôt obligé de stopper. Quelques heures par jour afin que chacun puisse reprendre son souffle, respirer un peu, après quoi on relançait les foyers le long du fleuve. Mais que devenaient les livres une fois brûlés? De la cendre sans doute, mais aussi, selon la foi de l'Inde, tous étaient voués à revivre, à se réincarner. Tandis que les protestations continuaient dans les villes traumatisées d'Europe, d'autres partis plus favorables à la crémation faisaient miroiter un horizon heureux, étincelant, où Raskolnikov, l'assassin, se retrouvait dans la peau d'un voleur de poules. Swann, le magnifique Swann, suivant le destin de son nom, glissait sur les eaux calmes d'un bassin à Vienne ou à Varsovie pour aller mendier quelques miettes de pain auprès d'une petite fille capricieuse. Et Sancho Panza aussi, avait-il été séparé du Quichotte. Les livres donc quittaient leur corps. Quelques virgules, quelques phrases se perdaient en chemin, mais l'essentiel était là, dans le ciel des données accumulées.